Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Le spectacle est entré dans votre vie dès le berceau, bien avant qu'un couffin vous fasse grandir d'un seul coup. La femme engagée que vous êtes a souvent été en avance sur son temps. Un seul en scène vous permet aujourd'hui de remettre les pendules à l'heure. Bonjour Colline Serrault. Bonjour. Alors c'est vrai que vous êtes en scène au Théâtre Michel avec la belle histoire de Colline Serrault, votre histoire. On va en parler tout à l'heure et même tout au long de l'émission puisque les clés d'une vie, c'est 4 dates de votre vie avec un parcours que vous évoquez également sur scène mais d'une autre manière. Alors la première date que j'ai trouvée, c'est le 9 octobre 1972. Votre première télé, ça s'appelle Pont dormant et vous êtes dans le 4e épisode. Vous en souvenez? Oui, très très vaguement. C'était un feuilleton où une femme se débat pour sauver une propriété de famille et vous êtes Nicole dans ce feuilleton. Ah oui, oui. Je n'ai aucun souvenir, mais si c'était Marzel qui réalisait, non? Exactement. Oui, oui. Il y avait Anne Vernon, il y avait Andrea Ferréol débutante, il y avait Jacques Marin et Pierre Tornade et vous. Ah oui. Et c'est un feuilleton qui a eu un certain succès à l'époque, 25 épisodes. Ah oui, oui. Et aucun souvenir. Ah non. Vous savez même pas comment vous êtes rentré là-dedans. Non, je crois que Marzel m'aimait bien. Oui. Et que il voulait que j'écrive un scénario avec lui. Et c'est là que je me suis aperçu que je ne pourrais jamais écrire avec quelqu'un. Mais il était gentil, hein. Très gentil. Alors, il y a aussi votre première audition avec quelqu'un dont on va entendre la voix et que vous allez forcément reconnaître. Eh bien, j'ai lu un jour, en 54, la première partie du Cadavre encerclé. La voix de Jean-Marie Serrault, votre père, qui, je crois, a fait votre première audition à l'âge de 10 ans. Oui, c'était un spectacle, c'était une pièce de... Ça s'appelle Les Coréens. Les Coréens de Wienerberg, je crois. C'est ça, oui. à l'Alliance française. À l'Alliance française. Et il m'a fait auditionner pour que je joue et il a dit non, je crois pas, elle est trop intelligente pour faire ça. Vous avez quand même joué dedans? Non. Non? Parce que dans votre biographie, il y a... Mais non. Vous n'avez pas joué? Les biographies, il faut pas tout croire. Je le crois. Alors, Jean-Marie Serrault, on ne l'a pas oublié, ça a quand même été... Bon, c'est votre père, mais ça a été un maître du théâtre de l'avant-garde. Il a quand même fondé la cartoucherie de Vincennes. Oui. À l'époque où personne n'y croyait. Ah non, c'est le théâtre de la tempête. Voilà, exactement. Mais c'était une folie à l'époque, parce qu'aujourd'hui c'est un classique, oui. Mais à l'époque c'était un risque financier énorme. Ah oui, et puis surtout un risque... Oui, mais en même temps il avait envie que ça sorte, et puis c'était un très très bel endroit, il avait envie que ça sorte du cénacle parisien des théâtres, voilà, il avait envie de sortir, et c'est sorti, et c'est bien sorti, parce que Mnouchkine est venu après... Et plein d'autres gens. Maintenant, c'est un espèce d'énorme théâtre, supermarché de théâtre. Voilà. Et à l'époque, il a fait connaître Beckett, Genet et beaucoup d'autres. Rabal, Césaire, Catebiassine, etc. Ouais, et Aimé Césaire que personne ne connaissait à l'époque. Voilà. Ouais. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a un théâtre, le théâtre 14 porte son nom. Oui, théâtre Jean-Marie Serrault. Voilà. Oui. Vous vous souvenez de l'inauguration? C'était un moment émouvant, je pense. Ah ben, je suis pas allée, j'étais pas invitée. C'est pas vrai? Non. C'est encore la mairie de Paris qui a fait ça. Bon. Oui, c'est ça, on les adore. Alors, effectivement, le théâtre c'était un risque financier, mais votre jeunesse, financièrement, ça n'a pas été au top, Colline Serrault. Ah non, parce qu'ils étaient, c'est ce que je dis toujours, c'était des princes de la culture, tous les deux, ma mère et mon père. Mais sur le plan économique, c'était pas ça, non. D'abord, elle travaillait dans l'édition, elle était un écrivain, traductrice et auteur, et elle dirigeait une collection littéraire avec Maurice Nadeau, et ça payait pas, hein, ça payait pas du tout. Et Jean-Marie, lui, de toute façon, était toujours dans tout ce qu'il avait, comme le moindre sou allait dans ses spectacles. Pas du tout dans la famille. Et Geneviève Serrault, votre mère, a beaucoup influé aussi sur Jean-Marie Serrault pour le choix des pièces. Oui, parce qu'elle avait un flair littéraire incroyable, elle était très très forte. Je crois qu'elle a traduit entre autres Mère Courage de Bertolt Brecht. Oui, elle a traduit beaucoup de Brecht, beaucoup de Shakespeare aussi. Et Gombrowicz, elle a traduit toute la littérature de Gombrowicz. Vous savez que Mère Courage, il a failli y avoir un film en Allemagne, mais ce film n'a jamais été tourné parce que Bertolt Brecht a refusé le scénario. Ah, bah c'est bien. Et ce film n'existe pas, alors qu'il devait être tourné en 55. Ah, mais par contre, il y a un livre magnifique avec tout le déroulé du spectacle, photo après photo, avec lequel j'ai grandi, moi. C'est très très beau. C'est aussi beau comme ça qu'en film. Alors, vous avez un prénom assez particulier, assez rare, Colline, et je crois que votre mère s'est beaucoup battue pour l'imposer. Oui, mon père voulait que je m'appelle Charlotte.
Et oui, parce que mais moi j'ai fait un procès à l'état civil, et j'ai gagné. Parce que à l'époque c'était très très fermé. Hein. Il fallait être dans le calendrier chrétien. Mais Colin est dans le calendrier chrétien. Colline, c'est le féminin de Colin, et c'est un prénom qui est dans toutes les anciennes chansons françaises. C'est un prénom tout à fait français. Exactement. Et ça vient d'ailleurs de Niké, le mot grec qui veut dire la victoire. C'est le même mot que Colline, que Nicolas, que Colette, et Nice, la ville de Nice. Oui, et d'ailleurs, il y a la victoire. Colin, c'est assez rare aussi. J'ai repéré un chanteur des années 70 qui s'appelait Colin Verdier. À coup de cœur, à coup de poing, je vais me... Vous ne le connaissez pas, il a disparu aujourd'hui, il a eu du succès et c'est le seul Colin de l'histoire de la chanson française. Ah. Alors, vous êtes né à Paris, mais ce qui a compté dans vos jeunes années aussi, Coline Serrault, ce sont vos études à l'école de Beauvallon. C'était pas tout à fait mes études, c'est-à-dire j'ai passé mes premières années et ensuite toutes les vacances. Mais à l'époque, il y avait des vacances beaucoup plus longues, c'était 3 mois. On était en vacances juillet, août, septembre, et plus les vacances de Pâques et de Noël. Donc j'étais énormément là-bas. Oui, c'est l'école de Beauvallon, à Dieu-le-Fit, dans la Drôme. Voilà, c'est une école très particulière qui a été créée par Marguerite Soubeyran, qui a appliqué des méthodes aussi nouvelles. Oui, qu'elle avait apprises à l'Institut Jacques Rousseau, qui était à Genève, où on avait, c'était dans ces années 30, une explosion de merveilleux théoriciens nouveaux de l'éducation nouvelle. Il y a eu Claparède, de Crowley, Montessori, Rudolf Steiner. Il y avait vraiment une explosion de réflexion sur ce que c'était que l'éducation. Ça serait bien que ça revienne. Oui. Alors, justement, qu'est-ce que vous avez appris là-bas? Ce que j'ai appris, déjà, on était en contact avec la nature tout le temps. On était pieds nus 6 mois de l'année. On était très libre. Il n'y avait pas de limite dans cette école. Et en même temps, c'est-à-dire, il y avait aussi un système démocratique très fort, parce qu'il y avait des assemblées tous les jours où tout le monde avait la même voix, même si les adultes, en dehors de ça, avaient une autorité, bien sûr. Ce que j'ai appris aussi, c'est la façon de considérer l'enfant, c'est-à-dire que il faut partir du succès. Si un enfant, tout le monde est doué pour quelque chose. On part de là où il est doué, de là où il a envie, de ce qui lui fait envie, et à partir de là, on tire le fil et on lui apprend, mais on le met tout le temps dans le succès. On le met pas dans l'échec, on le met pas dans mais ça tu y arrives pas, mais ça tu sais pas faire. On le met pas là-dedans. Et par ce biais-là, par le biais du succès, pas par les échecs, il s'éduque et il a confiance, il prend confiance en lui. Il faut savoir aussi que dans cette école, des enfants juifs ont été cachés pendant la guerre. Beaucoup d'enfants juifs, oui. Et ils dormaient dans des grottes la nuit, et s'il y avait une sorte de chiffon rouge le matin, ils ne pouvaient pas sortir. Oui, ma grand-mère devait mettre une couverture beige ou rouge. Et rouge, il fallait surtout pas aller à l'école. C'était qu'il y avait les flics ou la Gestapo. Mais finalement, il y en avait 3 ou 4 qui étaient dans des fermes alentours, qui ont été dénoncés. Et parce qu'à Dieu-le-Fit même, il y a eu des milliers de réfugiés, personne n'a été dénoncé. Mais dans les fermes, il y en a. Et donc elles sont parties à leur recherche jusqu'à Lyon. Elles les ont tirées de les griffes de la Gestapo et recachées. Alors elles sont au Panthéon pour ça. Exactement, parmi les justes. Il se trouve aussi que vous avez fait des études de lettres, mais que vous avez surtout appris la musicologie au conservatoire. Oui, esthétique et musicologie avec Beaufils et Dufourcq. Puis j'ai appris l'orgue avec Jean Langlais à la Schola Cantorum. Je me destinais vraiment à une carrière musicale plutôt. Oui, et au sport, puisque vous avez fait du trapèze aussi chez Annie Fratellini. Oui, dès qu'Annie Fratellini a ouvert son école, je suis allée. Parce que je voulais être actrice et je pense, et mon père me disait, il n'était pas tellement d'accord que je sois actrice, mais de toute façon, il n'avait pas son mot à dire, mais il m'a dit, si tu veux faire ça, au moins, sois une athlète. Et ça s'est vérifié que c'était un très très bon conseil. Mais une athlète, là, artistique, parce que moi, j'avais pas envie de faire de la muscule, j'avais envie de faire un truc artistique. Et le trapèze, c'est très artistique. Et Annie Fratellini, on a un peu oublié, elle a été le premier clown avec Pierre Etex, le premier clown femme. Et d'ailleurs, son père lui a dit un jour, quand elle était jeune, si tu étais un homme, tu aurais été clown. Oui, elle a été clown. Elle a été clown. Et puis elle a fondé la première école du cirque qui n'était pas avec des gens de la famille de cirque.
Et ça a été une ouverture extrêmement importante parce que elle a formé un nombre d'acrobates, des mômes qui étaient très doués pour ça, de banlieue et d'autres. Et elle a été à l'origine de tout ce qui ensuite s'est appelé le nouveau cirque. Exactement. Alors, vous avez aussi, Colline Serrault, fait le conservatoire de la rue Blanche. Oui. Et un stage à la Comédie Française. Oui, j'ai pas mal joué à la Comédie Française, oui. Et pourquoi c'était Comme là, c'était stagiaire. vraiment... Parce que j'avais besoin de fric, parce que j'étais jeune comédienne et qu'il fallait que je travaille. Mais la comédie, ça vous intéressait beaucoup plus que la musicologie ou l'orgue? Ah non, non, mais vous savez, j'ai fait tout ce que j'avais envie de faire. J'ai fait de la photo, déjà à cet âge-là, je faisais de la photo. Et parce qu'il y avait une espèce de chemin qui était déjà tout fait, que je voulais faire tout ça, parce qu'aussi le cinéma demandait tout ça. Oui, parce que vous aviez envie de faire du cinéma. Aussi, oui. Eh ben, on va en reparler avec une autre date très importante dans votre vie, le 22 février 1986. À tout de suite sur Sud Radio avec Colline Serrault. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Colline Serrault. On vous retrouve le lundi soir au Théâtre Michel. On va en parler avec la belle histoire de Colline Serrault, votre premier seul en scène. Et puis, on a évoqué vos débuts, votre envie de devenir comédienne, de faire du cinéma. Et justement, le 22 février 1986, vous êtes récompensé pour ce film. Quand je vis Madeleine pour la première fois, je montais la chanson que vous interprétez dans 3 hommes et un couffin. C'est un beau souvenir. Oui, très. Alors ça se passe au Palais des Congrès. C'est la 11e cérémonie des Césars. Et vous avez... C'était au Palais des Congrès. Oui. Et vous recevez 3 Césars. Vous devez être surprise, non? Pas tellement, parce que ça commençait déjà à marcher bien, hein, oui. Le film. Mais César... Mais je le méritais. Hein. Oui, mais enfin, meilleur film, meilleure adaptation et second rôle pour Michel Boujna. Il n'y a pas d'adaptation, c'était un scénario de moi. C'était le scénario. Il mettait scénario ou adaptation dans le... Ah oui, mais c'est scénario, parce que j'ai jamais rien adapté. Mais Roger, non. Et Boujna, oui. Et vous vous êtes toujours adapté aux situations que vous avez vécues. Alors, il y avait quand même face à vous L'effronté de Claude Miller, Ce bouet de Luc Besson, Péril dans la demeure de Michel Deville et Santoine Illois de Agnès Varda. C'était pas n'importe quoi. Oui, mais enfin, c'était moins bien que moi. Oh, mais non, mais pourquoi? Parce que moi, j'étais n'importe quoi, c'est surtout pas. Mais vous êtes monté sur scène à 3 reprises, faire 3 discours différents le même soir, c'est un peu compliqué. C'est parce que, attendez, ce jour-là, je jouais au Théâtre de la Ville. Oui. Je jouais Lapin Lapin, la pièce que j'avais écrite. Oui. Et donc, je ne pouvais pas venir à la cérémonie et je suis arrivé avec mon petit manteau rouge sans aucune espèce d'habillement spécial et voilà, je suis arrivé un peu en retard puisque je jouais le soir et voilà. On vous a attendu quand même. Oui, ils ont été gentils. Ils ont été déjà gentils de me donner tout ça. Ça, c'était gentil. Et je ne sais pas si vous en souvenez, mais la soirée était présidée par Madeleine Renaud et Jean-Louis Barrault. Oui. Ah, ils se sont dit, mais elle vient du théâtre. Oui, et à l'époque, ils étaient encore très connus et on les a malheureusement un peu oubliés ensuite. Alors, 3 hommes et un couffin, c'est un petit miracle finalement. Non, pas du tout. Parce que personne n'en voulait au départ. Ah, ça, oui. Mais que ça soit, c'est pas un miracle que ça ait touché le public. Non, ça d'accord, mais la création du film est un miracle. Ah, c'était compliqué parce que personne voulait le faire. C'est pas compliqué, hein. Comment ça se fait? Ah, parce que pour les acteurs, s'occuper d'un bébé, c'était déchoir. Leur image masculine, leur ego allait en prendre un coup et les femmes n'allaient plus les aimer, quoi. Et d'ailleurs, les producteurs me disaient, qui ça peut intéresser un film sur un bébé, avec un bébé? Et vous étiez convaincu que c'était le moment? Ah, mais moi, j'étais convaincu toujours. Je suis toujours convaincu que ce que je fais, ça doit se faire et que ça fera toujours des millions d'entrées, ce que ça fait pas toujours, mais je ne fais pas ça. Je veux ça. Et vous avez finalement... C'est pas un hasard. Vous avez finalement trouvé 3 volontaires qui ont accepté. Les seuls qui ont accepté, ils sont dans le film. Voilà. Et ils ont travaillé en participation, je crois, en plus. Ah, ça, j'en sais rien. Je ne veux pas rentrer dans ces histoires. Non, mais ils ont fait une bonne affaire dans ces cas-là. Je crois que Jacques Villeray avait été pressenti, n'a pas voulu. Personne n'a voulu. Et même le gros qui est très vulgaire, là, en ce moment, qui a des problèmes, il n'a pas voulu. Et Guy Bedos a toujours dit qu'il avait regretté de ne pas avoir tourné dans ce film. Ah, lui, il s'en mordait les doigts, mais il nous a fait suer pendant des mois aussi, hein.
Guy Bedos, il a dit je le fais pas. Finalement, il l'a pas fait parce qu'il avait sa tournée. Il nous a mis dans une mouise noire. On n'avait personne à ce moment. On était à 1 mois du tournage et il a pas été sympa du tout, Guy Bedos. C'est un mec avec du talent, hein. Mais bon, il avait qu'à le faire, le truc. C'est tout. Alors, il y a quand même eu 12 millions d'entrées. C'est quand même pas mal. Vous avez vu les entrées monter petit à petit dès le premier jour. Oui, ça se multipliait par... Vous savez, c'est une progression... c'est exponentiel. C'est pas une progression mathématique, c'est exponentiel. C'est-à-dire ça se multipliait par 2 dans chaque salle, à chaque séance. Donc ça a été très vite un truc de fou, quoi. Il y a même des passionnés, j'ai repéré sur Internet, qui ont fouillé chaque image. Et il y a notamment une image où l'action se situe au 20 rue des 4 Fils et une scène indique le numéro 110. Et là, ça a été repéré par des fans du film. Ah oui. Vous saviez même pas? Non. Alors, le succès a été tel qu'il y a eu des adaptations. Il y a eu l'adaptation américaine que vous avez vaguement suivie. Pas vaguement. Ah non, j'ai passé 4 ans là-bas. 4 ans pour survivre. Il y avait ça et puis Roméo et Juliette. Oui, c'était... Parce que Roméo et Juliette qui a aussi été récompensé par un César. Oui. Oui. Mais il y en a eu d'autres avec des Césars, non? Caro aussi. Oui. Mais la version américaine, il y a eu une suite, Tel père, telle fille. Il y a même eu une version hindoue. Oui, ça, les Indiens, ils sont assez forts pour piquer les trucs et sans payer de droits d'auteur. Il y a aussi une version turque, je crois. Oui. Il y a pas mal de... Mais en même temps, c'est plutôt... c'est sympa que les gens aient besoin de prendre les choses puis de les refaire, non? Oui. Alors, si le film a eu du succès, beaucoup de gens se sont interrogés. Il me semble que vous êtes arrivé au bon moment, dans l'air du temps. Oui. C'est ça? Il fallait pas qu'on puisse dire que c'était le talent d'une femme. Vous voyez, à cette époque-là? Oui. Donc le producteur était formidable, les acteurs étaient formidables, et moi, je suis arrivé première dans un concours de circonstances. Voilà. Non, c'est pas vrai, pas du tout. Non, Je suis arrivé première là, première, je m'en fous. Le film était bon, le sujet était important pour l'époque. Et c'était un truc qui correspondait absolument à une inspiration profonde du public qui était latente, qui n'était pas encore verbalisée. Et paf, c'est tombé au bon moment. Mais c'est pas un hasard, ça. Mais non. Ça, justement, Ouais. vous êtes tombé au moment où la société est en train d'évoluer. Parce que ça s'analyse, une société. Oui. On ne fait pas comme ça au Blair. On bouquine, on lit, on se renseigne. Ça se fait pas sans une recherche très très profonde. Hein, et beaucoup de lectures, beaucoup aussi de militantisme et d'analyse de ce qui se passait sur le plan de l'évolution des rapports entre les hommes et les femmes, etc. Et puis de l'évolution politique. Il y avait un certain... évidemment que c'est comme ça que je construis tous mes scénarios. Oui. Je fais pas ça, boum, boum, pof, pof, pif, pif, intuition féminine. Non. Il y a beaucoup de boulot derrière. Et justement, 3 hommes et un couffin, c'est né justement de toutes ces réflexions. Bien sûr, oui. Et puis c'est aussi une histoire poétique, c'est aussi une histoire d'amour pour ce que c'est que le vivant, pour ce que c'est que l'enfant, et que la fonction maternelle, elle peut être partagée et devenir une fonction paternelle si elle n'est pas une fonction paternaliste. C'est-à-dire que c'était l'anti-patriarcat, ce film, déjà. Oui. Et ça s'est beaucoup développé, l'anti-patriarcat, ensuite, avec MeToo, avec tout ça. Mais c'est autre chose, ça n'a rien à voir avec... Ah si, ça a tout à voir. Oui, mais il y a l'humour en plus que vous avez cultivé dans 3 hommes et un couffin. Mais je ne cultive pas, je vois le monde comme ça, je ne cultive pas l'humour. L'humour, c'est dans tout ce que je fais, je veux dire, dans tout ce que... Mais l'humour, c'est... tout le monde, quand vous regardez quelqu'un vraiment, c'est à mourir de rire. Alors, il y a eu un autre film ensuite, quelques années plus tard, qui est aujourd'hui culte sur Internet et qui a été un échec à sa sortie parce que vous étiez encore en avance sur votre temps, c'est La Belle Verte. Oui, 15 ans en avance, oui. Parce que ce film, c'est une histoire d'extraterrestre au départ. Oui. Et puis, vous aviez beaucoup d'espoir sur ce film. Bon, j'ai toujours voulu qu'il y ait 25 millions d'entrées. Voilà, ça a quand même fait 1 million d'entrées, mais ce qui n'était pas beaucoup à l'époque, mais ce qui est beaucoup maintenant. Mais non, c'est pas une histoire d'extraterrestre, c'est un prétexte pour qu'on voit avec d'autres yeux dans quoi on vit et comment fonctionne cette société. C'était ça l'histoire.
C'était un conte philosophique. Oui, c'est une espèce de Candide, en fait. Voilà. Et donc, il y avait des tas de références, par exemple, à la télépathie. Oui, il y a un moment, ils parlent de télépathie quand ils sont... Oui, oui. Et vous dénonciez déjà l'écologisme, l'anticonformisme et la décroissance. Non, je dénonçais pas l'écologie. Je défendais l'écologie, Oui. je défendais Non, mais l'anticonformisme. C'est ça. Et quoi l'autre chose la décroissance. Oui, c'est-à-dire que la décroissance, je dis toujours, soit il aurait fallu l'organiser intelligemment déjà depuis 20 ans, soit on va la subir plein pot et de manière très violente, voilà. Mais elle est à l'ordre du jour, obligatoirement. Et ce film, aujourd'hui, est sur Internet avec des millions et des millions de vues. Comment ça s'explique ? Ça s'explique parce que le film est bon, les gars. Oui, oui, mais en même temps, il a fallu du temps. C'est en 96. C'est parce que ils étaient pas mûrs. Moi, j'étais mûr. non, mais je veux pas me lancer des fleurs, mais je veux dire, ça va, quoi. Tout ça n'est pas des hasards, quoi. On est d'accord. Et il y avait dans ce film le Quatuor. Groupe. J'adore ce groupe. Et on avait travaillé beaucoup avec eux. On avait fait. Alors, mon rapport avec le Quatuor, c'est que je leur ai dit, je voudrais absolument que vous soyez dans le film. Et ils ont cru que j'allais employer un truc qu'ils avaient déjà écrit. Ils m'ont dit, non, on va le réécrire ensemble. Et ça sera autour de Beethoven. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul note, il n'y a pas une seule. On a composé la musique du truc. Ça tombe bien que je sois musicienne. Il n'y a pas une seule note de ce sketch, je dirais, qui ne soit de Beethoven, en fait. Tous les thèmes de Beethoven passent. Tous. Et alors, en plus, le Quatuor, ce sont les descendants des frères Jacques. Et les frères Jacques, François Soubeyran, l'un des frères Jacques, est un neveu de Marguerite Soubeyran. Et que j'ai bien connu. Voilà. Oui. La boucle est bouclée. Une autre date importante dans votre vie, c'est le 11 décembre 2019. On en parle dans quelques instants sur Sud Radio avec Colline Serrault. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Colline Serrault. Nous parlerons tout à l'heure de la belle histoire de Colline Serrault que vous jouez au Théâtre Michel tous les lundis. En même temps, votre histoire, on l'évoque largement depuis le début à travers des dates. Et le 11 décembre 2019, c'est le jour où vous êtes devenu officiellement immortel. Vous êtes reçu à l'Académie des Beaux-Arts pour faire l'éloge de Pierre Schandorfer. Oui. Et alors... Au début, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire là ? Et puis après, j'ai vu le nombre de femmes qu'il y avait dans l'académie. Et j'ai dit, là, j'y vais. On vous l'a proposé, je crois, c'est Laurent Petit-Girard. Oui, mais Laurent, j'aime beaucoup. Oui. Non, Laurent, il change. Il a beaucoup fait pour que l'image de l'académie change. Bon, il y a beaucoup de gens plus jeunes, il y a beaucoup de femmes maintenant, vraiment beaucoup. On n'est pas encore à la parité, mais ça pourrait venir. Et puis surtout, il bouge, il bouge les lignes. C'est plus cette espèce de truc confit dans la naphtaline. Non, c'est beaucoup mieux. Et puis c'est une compagnie où même si les gens n'apprécient pas forcément ce que vous faites ou comme si on n'a pas la même opinion, il y a quand même une bienveillance commune. Il y a ils sont extrêmement accueillants, et extrêmement sympas. Oui. Alors, vous auriez imaginé à vos débuts vous retrouver immortel, Colline Serrault ? Je suis pas du tout immortel, hein. J'ai 76 ans, je pense que j'en ai encore pour une dizaine d'années à être à peu près dans un état correct. Non, immortel momentanément. Oui, mais immortel, c'est le terme qu'on emploie quand on est académicienne. Voilà. Oui, je sais. Mais alors, Pierre Schandorfer, vous avez donc succédé à ce grand metteur en scène qui avait fait le Crabe Tambour, qui avait fait Dien Bien Phu. Et il y a des images qui ont été perdues. En effet, lorsqu'il y a le siège du Dien Bien Phu, il est caméraman, il prend des images et il est arrêté. Et avant d'être arrêté, il a enterré ces films et on ne les a jamais retrouvés ensuite. C'était vraiment la chute de Dien Bien Phu. Vous connaissiez Schandorfer pour faire son éloge ? Je l'avais rencontré une fois, c'était très sympathique avec sa femme, dans un festival, je sais plus, on avait très sympathisé. Évidemment, nous étions dans des opinions politiques radicalement, mais alors vraiment radicalement opposées. Mais c'est un poète aussi, et je n'ai pas eu de mal à parler de son œuvre qui a des choses très très touchantes. Alors, il y a aussi donc le cinéma des femmes, et justement la parité que vous recherchez, mais vous avez dit un jour qu'il y avait des hommes qui font du cinéma de femmes avec une nouvelle réflexion entre les rapports des hommes et des femmes. Ça, c'est un de vos combats. Je pense que c'est à propos d'Ettore Scola que j'ai dit ça sur Una giornata particolata, sur une journée particulière, qui est un très très beau film. Et ça, pour moi, ça a été... Pour nous toutes, ça a été une bouffée d'oxygène de voir que quelqu'un qui était capable
de remettre en question, lui aussi, tous ces rapports. C'est important. Je pense que maintenant on est arrivé à une deuxième phase de cette bataille où il y a énormément. Il y a un très beau livre qui s'appelle Des hommes justes de Jablonka. Il y a plein d'hommes qui se posent des questions et qui changent leur comportement et qui n'ont plus du tout envie de cette violence patriarcale qui a aussi été la violence contre la terre, la violence pour l'impérialisme et toutes ces guerres, etc. Donc il y a un changement, mais il y a beaucoup de résistance et on a encore du travail. Mais quand il y a beaucoup de résistance, ça veut dire que ils ont peur et que ça commence à avancer bien. Et dans ce domaine, Colline Serrault, vous avez été précurseur. Moi, c'est en 60. J'ai commencé mais qu'est-ce qu'elles veulent? C'est en 60. J'ai commencé le tournage en 73. Il est sorti en 75 et il a vachement bien marché à l'époque. Il est resté plus d'un an au cinéma Bonaparte, puis il a été vu partout. Oui, c'était mon idée avec Mais qu'est-ce qu'elles veulent, c'était je veux pas de vedettes, je veux pas des femmes célèbres et tout, juste des gens pas connus, des gens comme ça normaux qui disent ce qu'ils voudraient. Alors ils disaient pas ce qu'ils voudraient, mais ils disaient ce qu'ils voulaient plus, en tout cas. Oui, mais à l'époque, vous étiez l'une des rares à lever l'étendard. Personne n'en parlait. Non, ça et l'écologie et tout un tas de trucs. Oui. Et vous pensiez qu'on en parlerait un jour? C'est comme les acteurs. Les 3/4 des acteurs, ils n'étaient pas du tout connus quand je les ai pris. Qu'on en parlait un jour. Qu'on en parlerait un jour, comme aujourd'hui, ce serait vraiment d'actualité. Évidemment, j'avais aucun doute là-dessus. Aucun doute. Mais non, parce que c'était une analyse de la société. La société pouvait... Déjà, elle marche encore sur la tête, mais elle ne pouvait pas continuer à marcher sur la tête comme ça. Alors, vous dites aussi, Colline Serrault, que le féminisme est une révolution culturelle aussi importante que le marxisme ou la psychanalyse. Je maintiens, je persiste et je signe. C'est extrêmement important. C'est-à-dire que maintenant, si vous dites que vous êtes écolo et que vous n'êtes pas féministe, vous êtes à côté de la plaque. Si vous dites que vous êtes pour la lutte des classes et pour la justice sociale, si vous n'êtes pas aussi féministe, vous êtes à côté de la plaque, parce que les premières victimes de tout ça, c'est les femmes. Si vous ne comprenez pas, si vous ne révisez pas la psychanalyse telle que t'en a parlé Freud à la lumière du féminisme, parce que lui, il a dit bien des sottises aussi, tout en étant un très très grand homme, vous êtes à côté de la plaque. Donc de toute façon, tout doit être perçu maintenant, à mon avis, et pensé à la lumière de cet effroyable truc qu'est le patriarcat, quoi. Alors, le scénario, ça a commencé dans les années 70, et au début, et le premier film, je crois, que vous avez scénarisé, c'était On s'est trompé d'histoire d'amour. J'ai pas scénarisé, j'ai écrit le scénario. Oui. Non, parce que le metteur en scène a bien essayé de l'attribuer. D'accord, Jean-Louis Bertuccelli. Oui, qui était gentil, hein, mais bon. C'est toujours comme ça. Il faut toujours bien remettre les pendules à l'heure avec les femmes, parce qu'on a tendance à nous mettre sous le tapis, vous voyez. Voilà. Et ça, c'est non. Alors, ce film, je crois que Francis Perrin vous donnait la réplique. Ah, je l'ai adoré. Il débutait à l'époque. Complètement, oui. Mais je l'ai repris dans La Belle Verte, il a un très beau rôle. Oui. Et c'est vrai qu'à l'époque, il avait commencé un spectacle dans les environs de Paris le soir, Citron automatique, et jouait à 10h sur des tréteaux. Et un soir, même Louis de Funès est venu le voir et ça a lancé le spectacle. Ah oui, et puis Francis, c'est un sacré acteur, hein. Ah oui. Il a aussi il a fait beaucoup d'autres choses, il a fait plein de choses. Et il a plein de talent. Alors ce film... Oui, il avait déjà fait La Gifle, il me semble. Oui, La Gifle. Avant de faire le mien, je suis pas sûr. Mais... En tout cas, ça l'a lancé. Et ce film a été tourné en 5 semaines, finalement, avec des petits moyens. C'était l'époque où on n'avait pas de gros moyens pour faire du cinéma. Oui. Vous voulez dire le premier? Oui. On s'est trompé sur d'amour, oui. C'était Bertuccelli, était tout à fait débutant, moi aussi. Perrin n'était pas connu, donc c'était pas une grosse production. Voilà, mais en même temps, c'était de l'artisanat comme vous aimez le faire depuis toujours. Oui, j'aime bien quand il y a beaucoup de semaines de tournage aussi, j'aime beaucoup. C'est autre chose. Et ce film a failli être censuré, et vous avez coupé 10 secondes pour éviter la censure, je crois. Ah oui, mais qu'est-ce qu'elles veulent a été censuré, La Belle Verte a été censurée. Oui. J'ai beaucoup connu la censure, oui. Et ça vous gêne? Vous êtes habitué? Oui, ça me gêne, je suis pas habitué. Et je pense que dans un pays démocratique, ça ne devrait pas exister, mais c'est comme ça. Et il y a eu aussi un autre succès qui a été connu, c'est Pourquoi pas? Ah oui.
Pourquoi pas, c'était un film assez violent quand même. Non, violent, comment? C'était pas ce que j'appelle du cinéma feutré. C'est ce que vous aviez dit à l'époque. Ah, non, au contraire, c'est une histoire d'amour extrêmement douce et c'est un film pas du tout violent. Oui, mais c'est simplement un trouble. Voilà. C'est un ménage à 3 et où il y a aussi des rapports homosexuels et là, à l'époque, c'était très, très tabou, mais maintenant, ça ne l'est plus. Non, mais à l'époque, ça avait beaucoup il y avait 2 choqué. hommes et une femme, Oui. et ça avait beaucoup choqué. C'est-à-dire que c'était un couple à 3. Mais c'était pas violent, ils étaient très bien, ils venaient tous d'histoires difficiles, et ils avaient trouvé là un équilibre affectif. Je disais pas qu'il fallait vivre comme ça, mais je montrais que quand une chose marche entre des gens et ça les rend heureux, faut le faire, quoi. Oui, mais à l'époque, encore une fois, c'était pas courant. Ah, non, c'est pas. Oh non, je me souviens de cette émission de Philippe Bouvard. Quel grossier personnage. Ah bon? Quel Qu'est-ce que vous avez culte. fait? Oui, j'avais fait une émission avec lui où il était tout le temps en train d'essayer. Il y avait 10 de ces vieux mecs là autour de moi. J'étais toute jeune, mais ils m'ont pas eu. Hein. Il me dit, vous avez écrit le scénario? Je dis oui. Et vous avez aussi joué dans le film? Je dis oui. Et dites donc, vous n'êtes pas bavarde, il me dit. Je dis non. Alors, la conversation a failli s'arrêter là. Oui, Alors, mais, ça n'aurait pas été une perte. Pourquoi pas, il y a aussi une récompense étonnante, c'est que vous avez eu le prix des lectrices de Elle, alors que c'est un film qui aurait dû choquer les lectrices de Elle. Ah non, mais les lectrices de Elle, c'est des femmes, elles sont intelligentes. Oui. Et ça vous a rassuré que ce film ait un prix de ce genre? Nous rassurer sur quoi? Sur le fait qu'il y avait il y des avait tabous. des femmes, oui. Non, oui. qu'il y avait des tabous à faire disparaître. Non, ça m'a rassuré sur l'intelligence des femmes. Oui. Mais ça, vous n'en avez jamais douté. Oh, il y a des bêtasses aussi, il y a des collabos aussi. Alors, il y a aussi votre côté perfectionniste. Quand vous faites un film, vous le suivez jusqu'au bout, Colin Serrault. De A à Z. D'abord, j'écris, ensuite, je mets toute la préparation. Il n'y a pas une coupe au montage qui se fait sans moi. Et c'est 3 ans un film. Hein. C'est 3 ans d'une vie, c'est beaucoup. Et quand on le fait vraiment. Sinon, on peut aussi faire à la chaîne. Il y a un gars qui écrit, il y a l'autre qui fait le montage. Oui, mais c'est possible. Moi, tout est possible. Hein. Mais moi, c'était pas ça. Moi, c'était mon bébé, mon truc, ma fabrication, ma marque. Sur le tournage, il n'y avait pas un projo que je ne contrôlais pas, ni le cadre au centimètre près. Oui, je suis une technicienne aussi. Et j'adore la technique. Oui, mais en même temps, quand le film sort et qu'à 14h, les entrées ne sont pas là et que le soir, le film est mort, c'est difficile après 3 ans de travail. Ça, tous les cinéastes connaissent ça. Hein. Vous avez connu ça aussi? Oui, enfin, il disait, il est mort, mais enfin, il avait quand même fait 1 million d'entrées, là, La Belle Verte. Voilà. Mais en même temps, c'est un risque permanent, c'est une remise en cause puis permanente. On n'est pas dans le public, on n'est pas dans l'argent public, on est dans l'argent privé. Donc c'est une économie très complexe parce que si vous plantez, vous pouvez planter 1 fois, 2 fois, mais pas 3. Donc il faut à la fois garder son intégrité artistique, absolument la garder, ne pas faire n'importe quoi pour et en même temps toucher les gens, et ça c'est un très bon moteur de devoir parler aux gens. Quand vous êtes subventionné à gogo par l'argent public, vous n'avez pas cette problématique de vraiment communiquer avec le public, et d'une manière élégante et d'une manière classe et pas vulgaire. Et ça, c'est pas évident à faire. Et surtout, c'est pas évident de faire rire les gens. Il y a tellement de films où on rit pas. Oui, il y en a beaucoup. Et alors, il y a aussi une autre chose que vous avez fait, parce que c'est assez inattendu, ce sont des documentaires comme celui-ci. Qu'est-ce que c'est que la Première Guerre mondiale, en fait? C'est l'éradication de la paysannerie qui se fait massacrer au front. Solution locale pour un désordre global. Ça aussi, un documentaire au cinéma, c'était pas si courant. Non. Ça a été mon premier, c'était quand même Mais qu'est-ce qu'elles veulent, c'était aussi un documentaire. Pour moi, c'est probablement un de mes films les plus importants. Solution locale. Pourquoi? Parce que sur le plan de l'analyse de ce qui se passe dans la Terre, de comment fonctionne économiquement, politiquement la destruction de la Terre, il n'y a pas eu mieux depuis. J'ai voyagé vraiment dans le monde entier, au Brésil, au Maroc, en Ukraine, en Inde, et j'ai vraiment eu le cœur de ce qui dysfonctionne dans notre société avec ce film, qui est à la fois féministe et écologique, et qui est
mais qui est une analyse vraiment très serrée de tout ce qui se passe politiquement et aussi de ce qui se passe avec la terre, quoi. Parce que la terre, c'est ce qu'on mange, hein, et les maladies et tout ça. Et donc, pour moi, parce qu'après, il y a eu des tas de films sympas avec la musique ceci, la musique cela, enfin, et des petites vedettes et tout ça. Ça, c'est un film, vous pouvez le revoir dans 20 ans, il y aura rien qui aura bougé au point de vue de l'acuité de l'analyse. Eh ben, en tout cas, avant 20 ans, on va vous revoir dans quelques instants sur Sud Radio pour évoquer le 23 octobre 2023. À tout de suite donc sur Sud Radio avec Colline Serrault. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Colline Serrault. Nous évoquons depuis le début votre parcours, et votre parcours, vous l'évoquez depuis le 23 octobre 2023, tous les lundis à 20h au Théâtre Michel, au moins jusqu'au 25 mars, avec la belle histoire de Colline Serrault. C'est-à-dire que vous êtes sur une scène avec une table et une chaise, et vous racontez votre vie. C'est quand même totalement nouveau pour vous. Pourquoi cette aventure? Alors, je raconte pas vraiment ma vie, je raconte des bouts de ma vie, oui. Et je raconte rien de privé. Ça, c'était une règle absolue dans ma vie, jamais rien de privé. Par contre, bon, à part l'école du début, mais c'est un parcours, en fait, j'aime pas trop parler de moi, c'est pas ça, mais ce qui m'intéressait, c'était à travers ça, avec cette histoire et des moments extrêmement drôles, des moments vraiment de fou rire carrément, de toucher les gens, que ça soit pas me, moi, ego and myself, mon histoire qui au fond n'a pas plus d'intérêt que celle de qui que ce soit, mais c'est simplement qu'à travers ce que j'ai fait ou ce que j'ai entendu ou ce que j'ai vécu, je puisse communiquer et que le public puisse s'y retrouver et être heureux, quoi. Voilà. Et c'est vraiment ça. C'était pas, d'ailleurs, la belle histoire, c'est eux qui ont trouvé il est bien le titre, hein, mais c'est plutôt, je parle avec les gens. Il y a une colonne vertébrale dans le spectacle, mais il y a beaucoup de choses improvisées. Il y a beaucoup de choses qui viennent avec le public, comment il rit, comment il est. C'est très vivant sur le moment, quoi. C'est-à-dire que c'est une sorte de réflexion avec de l'humour. Oui, il y a beaucoup d'humour, oui, ben, heureusement. Mais ce que je veux dire, c'est que je casse le code du one-man show. Il faut une vanne tous les deux. Non, il y a des moments où, la plupart du temps, ça rit, mais c'est surtout que oui, je casse tous les codes avec ça, j'essaye. Et c'est une idée qui vous est venue comme ça, par hasard, ou avec de la réflexion? Non, j'en avais marre de tout. J'avais envie de raconter des trucs. Alors, parmi les trucs que vous racontez, il y a votre premier feuilleton à 20 centimes. Oui. Qu'est-ce que c'est? Ah, vas-y, vous voulez que je le dise là? Non, racontez-moi ce que c'est. Au départ, ça non, c'était une vraie histoire, oui. Mon premier boulot professionnel à 11 ans, 20 centimes la page, un feuilleton, parce que je n'avais pas de quoi m'acheter des chewing-gums. Voilà. Et vous avez été feuilletoniste, qui est un métier très difficile. Très difficile. Et puis j'ai pris quelques gamelles et ça m'a appris beaucoup de choses. Et c'était publié dans un journal? Ah non, c'était manuscrit. Oui. Et quand j'avais plus d'idées, j'écrivais très très gros. Et ça, à un moment, elle voyait que je charriais quand même. Le roi du feuilleton, c'était Ponson du Terrail au 19e siècle, qui a écrit 200 romans. Seulement, il a eu un problème parce qu'il écrivait ces feuilletons avec des personnages qui étaient debout sur sa cheminée, et quand il mourait, il les mettait à terre. Et puis, une femme de ménage a tout mis à terre un jour, il savait plus où il en était. Il y a eu des résurrections dans le feuilleton totalement invraisemblables. Alors, il y avait Balzac aussi, comme qui faisait ça. Grand feuilletoniste, et Sand. Alors, dans ce spectacle, La belle histoire de Colline Serrault au Théâtre Michel, vous revisitez une scène très célèbre. Écoute, Victor, tu arrêtes tout de suite. Tu te tais et tu m'écoutes. Voilà, alors Maria Pacôme dans La crise, moi je suis entouré de gens qui connaissent la scène par cœur, c'est une référence. Ah, ça, c'était jouissif quand j'ai appris ça. C'est la première fille qui m'a dit ça, ma mère, elle l'a apprise par cœur. Alors, ça veut dire que ça leur fait du bien. C'est ça pourquoi on fait de l'art. C'est pour que ça fasse du bien aux gens. Mais quelle est cette histoire? Comment c'est venu cette histoire de Maria Pacôme? Parce que c'est l'histoire de toutes les femmes. C'est tout. C'est aussi simple que ça. C'est pour ça qu'elles l'apprennent par cœur.
On leur a nié. On a tout le temps vu des vieux mecs moches, bourrés de rides et tout, avec des petites jeunettes. On voit que ça à Cannes. Hein, elles sont sur des cintres avec des trucs et au bras de vieillards qui s'enorgueillissent d'avoir cette jeune, mais elles se font suer avec ça. Mais les femmes, elles ont une sexualité magnifique, beaucoup plus puissante quand elles vieillissent que les hommes qui ont tendance un petit peu à baisser la garde au bout d'un certain temps. Alors c'était inversé toute cette espèce de croyance patriarcale qui est fausse et le droit au bonheur, quoi. Et le droit au bonheur et le droit de pas tout le temps avoir ce fardeau de cette famille dans le servage, quand on est dans le servage. Non, à un moment on est libre et puis on est libre et on a une sexualité jusqu'à sa mort, on a une sexualité florissante. Et vous revisitez cette scène dans le spectacle? Je la relis autrement, mais avec aussi les quelques intonations de Maria, et les gens adorent. C'est vrai que Maria Pacôme était un personnage extraordinaire, capable de tout d'ailleurs. Oui, elle était folle. C'est ça qu'elle avait de plus beau. En scène, elle était complètement barjot, mais un très 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 grand sens du public, incroyable, un instinct fabuleux. Mais elle était tellement folle qu'un jour, elle était dans un théâtre à Guédé-Montparnasse. Elle passait après Henri Tizot, qui n'en finissait pas. Elle est rentrée sur scène pour arrêter Henri Tizot et faire son spectacle. Oui. Ah oui, elle était capable de... Alors, le théâtre, pour vous, ça a commencé, je crois, avec Romain Bouteille et Coluche. Oui. Alors, parce que Coluche, il faut savoir, avait été à la Méthode, un cabaret où se produisait Romain Bouteille, et ça a été le choc de sa vie, et ça lui donnait envie de faire du spectacle. Oui. Alors, j'ai commencé déjà bien avant avec mon frère avait monté la Compagnie des Sept, où on tournait dans la Drôme. Et déjà, j'avais joué pas mal là. Vous jouiez du Molière à l'époque. Du Molière, oui. Avec une 2 chevaux. Avec une 2 chevaux, et puis moi je jouais de la guitare aux intermèdes parce que j'étais guitariste à l'époque. Je jouais que du Bach. J'avais appris la guitare pour pouvoir jouer les suites pour violoncelle de Bach. Et donc, et là après, oui, j'avais un ami qui s'appelait Caminca qui faisait partie de la Compagnie des Sept. Didier Caminca. Et lui, il avait monté un cabaret à la Vieille Grille. Et la fille, elle est tombée malade. Et il m'a dit, est-ce que tu peux la remplacer au pied levé? Bon, j'ai dit oui, mais moi j'étais musicienne, à ce moment-là, j'étais pas du tout dans le théâtre. Et je l'ai fait, et ça, je faisais plutôt assez rire. Et puis après, ça s'est fait comme ça. Je crois que Coluche m'a vu, mais après je suis rentrée. Et Bouteille. Et puis Bouteille m'a prise dans le soir des diplomates où il y avait aussi Patrick Devers, et on était toute une équipe. Ça a eu tellement de succès qu'on a joué 1 an. Là, c'est Coluche qui m'a vu aussi. Et quand il a quitté le Café de la Gare pour fonder sa troupe, qui s'appelait Thérèse et Triste, le Grand Chic, le Chic parisien, il m'a demandé de venir et je suis venu tout de suite. Et le premier spectacle, Thérèse et Triste, on l'a écrit plus ou moins ensemble. Et c'est moi qui ai ramené Claire Nadeau, tous ces gens-là, et y compris Véronique, qui était une copine, Véronique, qui est devenue sa femme. Exactement. Et Coluche, à l'époque, vous aviez compris que c'était... lui, alors, c'était un grand talent. C'était pas un type facile, ni sympa, dans la vie. Non. Mais immense talent, immense. Et puis avec une conscience politique. Alors, il y a eu aussi une pièce qui est jouée dans plusieurs pays encore aujourd'hui, c'est Lapin Lapin. Ah oui, Lapin Lapin. En Allemagne, 250 mises en scène. Dont une par vous à Berlin. Dont une par nous. Moi à Berlin, il y a quelques années au Schiller Théâtre, oui. C'est fou comment ça... Alors c'était un message humaniste au départ, cette pièce. Oui, puis c'était à mourir de rire, surtout. C'était l'histoire d'un couple de petites gens qui ont 5 enfants, et enfin, tout le monde est parti, enfin, ils sont tranquilles. Et puis, c'est une telle crise partout que tout le monde revient, quoi. Voilà. En gros, c'était ça le pitch. Je crois que vous l'avez créé au Théâtre de la Ville. Oui. Puis on l'a repris ensuite au Théâtre de la Porte Saint-Martin. Puis ça a toujours été un carton, quoi. On a fait des tournées, etc. Et puis ça s'est joué en Italie, en Scandinavie, en Finlande, en Suède, partout, quoi. Mais comment ça se fait? C'était là aussi parce que vous aviez compris que c'était dans l'air du temps? Ça avait beaucoup de succès, oui, ça marchait bien. Alors, curieusement, quand on va sur Internet, la pièce est signée Élie Bourquin. Oui, j'avais pris un pseudonyme parce que j'en avais marre je voulais qu'on me sorte de mon œuvre du cinéma, qu'on me juge sur la pièce elle-même. Une pièce d'un inconnu, Élie Bourquin. Et puis il y a eu aussi Qui c'est tout et Gros Bêta, oui. Récompensé par 5 Molières quand même. Oui. Là aussi on l'a joué 5 ans, ça. Ça aussi c'était l'impossibilité de l'homme et des hommes avec une ouverture sur l'espérance de la complicité. Ah, vous avez pitché ça comme ça, oui. C'était un crétin
un pauvre crétin et un type qui sait tout, voilà. Et le plus intelligent, devinez qui? La femme. C'était le crétin. D'accord. Alors, et finalement, vos études de musicologie que vous avez mis de côté, ça vous a quand même servi parce que vous avez fait 3 mises en scène à l'Opéra Bastille, Colline Serrault. Oui. On a un peu oublié ça. Ah ben non. Le Variété de Séville. Surtout La Chauve-souris. La Chauve-souris et puis le Manon. Oui. Mais... Ça a été important aussi, l'Opéra Bastille. Ben oui. Ah ben surtout que la première mise en scène que je montre aussi dans le spectacle, ça a été repris beaucoup. Et alors le Barbier de Séville, ça a été repris pendant 9 ans. Et vous évoquez le hip-hop dans votre spectacle. Oui. J'ai aussi beaucoup travaillé avec les gens du hip-hop. J'ai adoré cette danse depuis le début. Bien avant, et je les ai fait rentrer à l'Opéra Bastille, oui. Et ça a fait scandale à l'Opéra Bastille? Au début, ils étaient un peu choqués, hein, au parterre où c'est 200 et quelques la place. Mais après aussi, ils sont pas idiots non plus, hein. Ils ont bien vu que c'était des très grands, quoi. Alors, je me suis un peu renseigné, la création du terme hip-hop est attribuée à certain Keith Cowboy, le rappeur de Grandmaster Flash and the Furious Five. Ah, c'est lui le quelle premier, année? c'est dans les années 70 à New York, et c'est l'un des premiers à avoir employé le mot hip-hop. C'est fou, hein? Oui. On a totalement oublié l'homme, mais on connaît l'expression. Alors, vous avez aussi, grâce à votre connaissance de la musique, Colline Serrault, composé des musiques de films, La Belle Verte, 18 ans après. Vous auriez pu en faire plus? Oui, mais là, il y avait une question de temps aussi. Après, puis c'était facile pour moi de faire ça, mais c'était pas mon métier quand même. Oui, mais les musiques venaient spontanément. Ah oui, elles venaient direct. Mais là, même maintenant, là, si vous me branchez, je vous écris des musiques. Et puis dans ce spectacle, donc La Belle Histoire de Colline Serrault, vous évoquez une chorale. Ça, c'est un gospel de la chorale du Delta, dans le midi de la France, car la chorale du Delta, vous l'avez créée. Oui, ça c'est la voix de Madeleine Besson, ma fille. C'est votre fille. Oui, et c'est elle qui a composé la musique de Solutions Locales, et c'est magnifique. Elle est compositrice. Oui, le talent se transmet. Et donc cette chorale, pourquoi avoir fait une chorale comme ça? Je crois que c'est à la suite d'un stage. Oui, c'est ça, un stage il y a du rond-point. J'ai tout le temps, dans tous les spectacles, j'avais toujours des chœurs, je dirigeais des chœurs où j'en avais. Et puis j'ai toujours aimé ça, j'ai toujours aimé dans la musique plus que l'instrument. J'étais pas surdouée en instrument, vraiment pas. Je pense que j'étais faite pour la direction. Donc j'ai fondé cette chorale et ce chœur et je l'ai formé vocalement. J'avais fait beaucoup de chants, hein, j'avais fait beaucoup de chants déjà avant. Et puis on a commencé à tourner dans la Drôme, à tourner dans le Loir-et-Cher, et puis c'est devenu un truc énorme, quoi. Et une usine à gaz. Et puis après, maintenant j'ai réduit. Maintenant c'est depuis 2-3 ans, c'est un ensemble vocal de 5 personnes. Et même on a des duos. Là, le 21 janvier, au temple des Batignolles, on va chanter en duo. Et pour vous, c'est quelque chose d'important de vivre ainsi, de faire vivre cette musique. Oui, c'est de la musique classique, avec aussi des incursions dans le jazz et dans le gospel, tout ça. Ce qui est beau dans le chœur, c'est que vous avez rien. Il y a rien. Il n'y a pas d'instrument, il n'y a pas d'installation, tout. Vous avez un pauvre petit piano électrique. Vous avez 4, 5 personnes, 30 personnes. Et ça devient un truc formidable. Juste, ils chantent, quoi. Ils chantent à plusieurs voix. Et cette espèce de pureté, c'est comme le trapèze. Le trapèze, il n'y a pas de... Vous avez juste 2 fils, une barre, et c'est parti, quoi. C'est pas du trapèze volant que je fais, c'est du trapèze en grand ballon. Plus c'est simple, et c'est aussi que ça qui m'a tellement plu au Théâtre Michel, il y a rien, quoi. Il y a cette petite table où j'ai une jolie écharpe, et puis il y a rien. Et je trouve que plus ça va, plus j'ai envie d'aller vers cette pureté. Voilà. Et je crois qu'en plus, il y a un jour, vous le racontez dans le spectacle, un curé a refusé que vous chantiez la flûte enchantée de Mozart. Ah oui, je l'ai bien taclé, mais ça je le raconterai dans le spectacle. On le verra, ce spectacle. C'est drôle, ça. On le raconte dans le spectacle. Vous évoquez aussi votre prochain film. Tempête. Oui. Oui. Eh ben oui. J'en lis des scènes dans le spectacle. C'est-à-dire que vous épinglez ce que vous appelez les écolos machos. Il y a les écolos machos, il y a aussi le théâtre public que j'épingle. Oui. Plus ça va, plus vous avez envie d'épingler Oui, j'épingle avec humour. Oui, bien sûr. Puis je peux me tromper, hein. On n'est pas infaillible non plus. Non, mais en tout cas, ce spectacle, en tout cas, c'est là-bas. Ça prouve que vous allez continuer à faire du cinéma. C'est déjà. Ah oui. Et il y a aussi le récit d'un spectacle raté qui s'appelait Othello. Oui.
qui là, ça les fait... Ils partent en civière, hein, tellement ils rigolent. Écoutez, je conseille à celles et ceux qui nous écoutent d'aller de ce pas réserver une place pour aller le lundi à 20h au Théâtre Michel, vous découvrir sur scène avec votre franc-parler, qui est rare et qui est bien encourageant dans notre société. Merci beaucoup. Merci, ça s'appelle la belle histoire de Colline Serrault, je le rappelle. Et c'est jusqu'en mars. Pour l'instant. Peut-être plus, hein, on ne sait pas si ça marche. Et puis j'ai une expo de mes peintures Oui. à la Galerie Cinéma, le vernissage le 1er février. Eh ben, écoutez, c'est déjà noté, nous y serons. Merci Colline Serrault, continuez ainsi. Les Clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.